Je demande s'il y a consentement pour permettre la lecture d'une autre motion sans préavis par Mme la deuxième vice-présidente. Consentement. Madame la deuxième vice-présidente et députée de Saint-Hyacinthe, la parole est à vous. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec la députée de Mille-Îles, la députée de Sherbrooke, la députée de Gaspé, la députée de Chemédé et la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale prenne acte qu'une étude d'Amnesty International et d'Element AI réalisée à travers le monde révèle qu'un tweet haineux serait transmis à une femme chaque 30 secondes. Qu'elle reconnaisse que la cyberintimidation prend une forme particulière lorsqu'elle est dirigée vers les femmes en s'attaquant notamment à leur intégrité physique. Qu'elle reconnaisse que l'hostilité envers les femmes freine leur engagement politique. Qu'elle souligne que la lutte contre la cyberintimidation envers les femmes s'inscrit dans la campagne de sensibilisation 12 jours d'action contre la violence envers les femmes. Qu'enfin, elle rappelle à l'ensemble des parlementaires qu'ils ont tous un rôle à jouer dans la lutte contre la cyberintimidation, notamment en faisant preuve de respect et de courtoisie sur les réseaux sociaux. Merci. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Alors, Monsieur le Président, il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant, en débutant par la deuxième vice-présidente et députée de Saint-Hyacinthe, la députée de Bourassa-Sauvé, la députée de Sherbrooke et la députée de Gaspé. Merci. Donc, il y a consentement pour un débat de 2 minutes. Madame la deuxième vice-présidente. Merci, Monsieur le Président. La violence envers les femmes est malheureusement toujours un sujet d'actualité et elle peut prendre différentes formes. Lorsque nous parlons de violence envers les femmes, nous pensons généralement à la violence physique ou psychologique. Mais la cyberviolence fait autant de dommages, même si elle ne se perçoit pas physiquement. L'hostilité en ligne touche tout le monde, mais prend une forme particulière lorsqu'elle est dirigée envers les femmes. Malheureusement, c'est souvent l'intégrité physique des femmes qui est visée. Ayons une pensée pour toutes ces femmes, et spécialement pour les jeunes filles qui subissent de la cyberintimidation jour après jour. Vous savez ce qu'il y a de plus terrible avec la cyberintimidation? C'est qu'elle ne s'arrête jamais. Elle pousse malheureusement trop souvent des jeunes à commettre l'irréparable. Une étude d'Amnesty International et d'Element AI réalisée à travers le monde nous apprend qu'un tweet haineux serait transmis à une femme aux 30 secondes. Imaginez-vous. L'étude démontre également que dans le cas des femmes élues, ce harcèlement ne diffère pas selon les allégeances politiques. Elle touche aux politiciennes de tous les horizons politiques. L'hostilité en ligne freine l'engagement politique, spécialement chez les femmes. Les candidates potentielles craignent un jour d'être victimes de cyberviolence, mais surtout appréhendent l'impact qu'elles pourraient avoir sur leurs proches, qui finiront nécessairement par en être témoins. Chaque élu a une responsabilité individuelle face à ce fléau. Nous pouvons toujours choisir le respect et donner le ton à des échanges où les opinions peuvent diverger, sans toutefois tomber dans l'intimidation. Comme élus, nous avons aussi le pouvoir de veiller à ce que nos collaborateurs, nos employés évitent toute forme de cyberintimidation et de cyberviolence, spécialement sur les réseaux sociaux. J'espère que notre message sera entendu et sera porteur de changement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la vice-présidente. Je reconnais maintenant Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Monsieur le Président. Une militante de Montréal-Nord, Anastasia Marcelin, immigrante, femme de tête au sein du milieu communautaire, a dénoncé le soir du 5 novembre dernier des politiques du gouvernement du Québec en matière d'immigration dans une vidéo en direct. Sa vidéo s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et rapidement, les attaques n'avaient plus rien à voir avec le discours politique. On l'a insultée sur sa couleur de peau, mais surtout sur son sexe, sur son état de femme.
Un déferlement d'attaques xénophobes, certes, mais d'abord misogynes, sexistes, même une menace de mort. Combien d'entre nous, politiciennes, femmes publiques, femmes qui osent sortir du lot, femmes qui portent le voile ou la mini-jupe, adolescentes, jeunes filles, sommes-nous à être ciblées de la vindicte misogyne du web? C'est un tweet haineux à une femme à chaque 30 secondes. Pour moi, ces attaques se vivent comme une tempête. D'abord une pluie d'insultes, d'abord une pluie fine d'insultes, ensuite le rythme s'accélère. La charge d'une armée de trolls, forts de leur anonymat, qui dénigrent, ridiculisent et détruisent, cela peut durer 24, 48, 72 heures et puis la tempête se calme jusqu'à l'autre bourrasque. Pour Anastasia, la première tempête s'est transformée en cyclone, essentiellement misogyne d'ennemis locaux. Le harcèlement dure depuis 3 semaines. Anastasia est une femme adulte, une force de la nature. Et pourtant, ça fait mal, Monsieur le Président, un mal insidieux, psychologique. Ce matin, elle me parlait même, elle me disait qu'elle se sentait comme un viol collectif. C'est grave. Alors, que dire de cette violence pour une adolescente, une jeune fille? Je pense à Marjorie Raymond, qui s'est suicidée en Gaspésie en 2014. Les médias sociaux sont trop souvent un reflet de la violence ordinaire faite aux femmes. On s'attaque au corps des femmes, à leur sexualité, on dénigre leur intelligence, on aime les targuer d'incompétentes. Tout cela répond aux grands stéréotypes, une tentative tellement grossière, Monsieur le Président, de les remettre à leur place. Devant cet anachronisme violent, la seule défense, c'est le courage de dénoncer. À toutes les Anastasia, les Marjorie, à toutes ces jeunes femmes, à toutes les femmes, sachez que l'Assemblée nationale dénonce avec vous cette haine. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée. Je cède la parole à Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. On parle de violence en ligne ce matin, en particulier celle vécue par les femmes en politique. Alors, pour illustrer ce dont on parle, j'ai demandé à mes collègues de ma formation politique de m'envoyer des exemples des messages qu'elles reçoivent. J'en ai choisi quelques-uns que je vais vous lire pour que les parlementaires puissent comprendre de quoi on parle. Alors, vous allez m'entendre prononcer des mots que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ni ici, ni nulle part. Et plusieurs de ces mots ne sont pas parlementaires. Et je m'excuse d'avance pour les propos vraiment difficiles à entendre que je vais lire. Sachez que c'est aussi très difficile pour moi de prononcer ces mots-là. Mais comme ces attaques gratuites font malheureusement partie du travail parlementaire pour les femmes et que c'est de ça dont il est question, je pense que c'est nécessaire. Alors voici des exemples de mots reçus par moi et par les 4 autres femmes de mon caucus. Pauvre dinde, maudite folle, quelle conne! Tu es une maudite sans génie. Tu es une bonne à rien, tu ne comprends rien. Va chier la brebis. Si j'étais ton fils ou ta fille, j'aurais honte de ma mère. Tu devrais décrisser car tu n'es qu'une pollution à voir. Retourne vivre dans le village d'où tu viens, inutilité vivante. Tu es une calice de prostituée, hostie de plot sale, criminelle et corrompue. Minable prostituée du crime organisé, va te faire enculer, crise de salope. Hey la nunuche, allez vous rhabiller ou suicidez-vous. Tu devrais disparaître, tu es une honte envers le peuple québécois. Tu auras ta leçon après les fêtes et ce sera un dossier de réglé. C'est difficile à entendre et je m'en excuse encore. Il n'y a personne qui devrait entendre ce genre de commentaires, mais c'est la réalité à laquelle on fait face ici, au Québec, en ce moment. Évidemment, il n'y a aucune personnalité publique qui est à l'abri de ça et je suis certaine que les hommes parlementaires reçoivent eux aussi leur lot d'insultes, de messages haineux, même d'appels au suicide, peut-être un peu moins souvent des menaces de viol, mais quand même, je sais que personne n'est à l'abri. Sauf que c'est largement documenté que les femmes subissent plus de violences en ligne que les hommes, jusqu'à 27 fois plus, selon certaines estimations. Et les femmes qui font de la politique sont particulièrement visées, peu importe où elles se situent sur le spectre gauche-droite. Plus elles s'expriment publiquement, plus les femmes subissent de violences. Et les attaques envers les femmes qui font de la politique ne sont pas nouvelles. Il y a 100 ans, Henri Bourassa utilisait les pages du Devoir pour les dénigrer ouvertement en les traitant de monstres et en les comparant à des prostituées.
Ce sont simplement les plateformes qui ont changé. La violence en ligne ressemble beaucoup à la violence hors ligne. Elle vise à dévaloriser les femmes, à les traiter comme des objets. Elle peut aussi viser à créer un climat d'insécurité pour inciter les femmes à quitter l'espace public. Les conséquences sont exactement les mêmes que les violences commises dans d'autres espaces, parce que la violence en ligne occasionne aussi de la souffrance physique et psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces violences et l'impact sur les parlementaires? Je pense qu'on doit s'assurer d'être exemplaires entre nous, d'agir de manière bienveillante avec tous nos collègues, ici au Salon Bleu et sur la place publique. Les attaques personnelles ne devraient jamais avoir leur place ici, parce que quand on les tolère entre nous, on envoie le message aux autres que c'est acceptable et que c'est normal de dénigrer les individus qui font de la politique. Eh bien, ça l'est pas, et c'est à nous en premier de le montrer. Merci, Monsieur le Président. Je cède la parole à Madame la députée de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de saluer et de remercier l'excellent discours de ma collègue de Sherbrooke sur le sujet. Alors, il n'y a aucune forme de violence qui est acceptable et la campagne de sensibilisation, les 12 jours d'action contre la violence envers les femmes est très, très importante. S'en prendre à une personne qu'on estime vulnérable, c'est lâche, mais même en face à face. Alors, quand cette violence s'exprime à travers un écran, quand l'agresseur se cache derrière un avatar, c'est inqualifiable. Les médias sociaux sont malheureusement un terrain fertile pour les calomnies et l'intimidation. Et les femmes en sont plus souvent qu'autrement les premières victimes. Ce qui distingue la cyberviolence lorsqu'elle vise une femme, c'est qu'elle est souvent axée sur le corps, sur la sexualité. Ne cherchez pas les arguments valables ici. Cette forme de violence vise d'abord à humilier, gratuitement. D'un seul clic, on diffuse une photo intime. D'un seul tweet, on s'en prend au physique d'une femme pour la discréditer. Et ces actes disgracieux laissent des traces. Non seulement en ligne, mais dans le cœur et l'âme des victimes. Les adolescentes, particulièrement, sont vulnérables à ces attaques. Souvent en quête de leur identité, pas toujours confiantes en elles-mêmes, s'appuyant beaucoup sur l'opinion de leur père, une simple phrase assassine peut venir bouleverser leur univers. En 2 secondes à peine, leur monde peut basculer, s'écrouler. Les dommages peuvent être importants. Dans certains cas, ils sont irréparables et ont des conséquences à très, très long terme. Ils peuvent entraîner de la détresse psychologique. Certains cas documentés ont même mené au suicide. Il est donc important de sensibiliser au tort que peut causer la cyberintimidation. Il faut se répéter que la facilité avec laquelle on peut calomnier quelqu'un en ligne est inversement proportionnelle à l'ampleur des conséquences sur la personne visée. Non seulement nous devons faire échec à ceux et à celles qui commettent ces gestes odieux, il faut aussi décourager la propagation des messages haineux et encourager la dénonciation. Les cyberintimidateurs doivent se faire barrer la route. Ils doivent trouver un mur virtuel devant eux et leurs commentaires blessants. On ne peut pas laisser faire ça. Nous devons prendre le parti de la justice et être solidaires des victimes de cyberintimidation, même entre nous. En tant que citoyens responsables, c'est un nouveau rôle que nous sommes amenés à jouer, gracieuseté de la technologie. Et ce rôle, quoique d'apparence virtuelle, est fondamental, car l'intimidation en ligne a des effets dans la vie réelle des gens. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Cette motion est-elle adoptée? Oui, Monsieur le leader du gouvernement. Oui. Monsieur le Président, j'ai entendu les commentaires, puis je prends la parole comme homme. Mesdames, on est avec vous pour mener ce combat, parce que personne ne mérite de tels propos. Merci. Donc, je comprends que cette motion est adoptée.